Cela s'est produit il y a quelques mois. Je conduis pour Lyft depuis quelques années maintenant et je m'en tiens généralement au quart de nuit. Les routes sont plus calmes et les pourboires sont meilleurs, mais il y a un compromis à faire. De temps en temps, vous découvrez une histoire qui vous colle à la peau, mais pas dans le bon sens. Je me suis toujours considéré comme prudent. J'ai eu affaire à pas mal de passagers étranges, mais rien, et je dis bien rien, n'était aussi étrange que ce que je m'apprête à vous dire. Je n'avais pas de caméra embarquée à l'époque, et cette nuit-là a été la principale raison pour laquelle j'en ai installé une. Tout a commencé assez normalement, juste moi et les bruits étranges que ma voiture faisait occasionnellement. J'ai cette Volvo 2005 en mauvais état, mais elle est extrêmement fiable. Les rues étaient littéralement désertes, ce que je préférais comme je l'ai dit plus tôt. Peu après 14 heures, j'ai reçu une demande d'un dépanneur à proximité. Cela semblait inoffensif au début, mais pour une raison quelconque, j'ai eu ce sentiment étrange dans mes tripes à ce sujet. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose ne va pas, mais vous ne pouvez pas expliquer pourquoi? C'est exactement ce qui m'a frappé en arrivant. Avant même de voir le gars, j'ai compris pourquoi j'avais ce sentiment instinctif. Le dépanneur où je m'arrêtais était fermé. Toutes les lumières étaient éteintes et il n'y avait pas une seule voiture dans le parking. En m'approchant, je l'ai vu. Je me suis assuré de conduire assez lentement pour pouvoir bien le voir. Il faisait les 100 pas devant le magasin, portant ce sweat à capuche miteux qui semblait n'avoir pas vu de machine à laver depuis des années. Je ne plaisante pas avec ça. Il y avait littéralement un trou dans la manche. Ses mouvements étaient saccadés, comme s'il ne pouvait pas rester immobile, et il regardait par-dessus son épaule comme s'il pensait que quelqu'un le poursuivait. Si je devais deviner, il était sur quelque chose. J'aurais probablement dû annuler le trajet et partir. J'ai même passé mon doigt sur le bouton d'annulation, mais je ne l'ai pas fait. Pour une raison quelconque, j'ai déverrouillé les portes et il s'est glissé sur la banquette arrière sans un mot. J'ai regretté ma décision au moment où j'ai levé le pied du frein. La plupart des gens font défiler leur téléphone ou regardent par la fenêtre, mais pas lui. Il est resté assis là, à me regarder à travers le rétroviseur, sans cligner des yeux, sans détourner le regard, me regardant simplement directement. J'ai essayé de ne pas regarder en arrière, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'attirer son attention à plusieurs reprises. Il avait l'air plutôt en colère, ce qui était aussi assez troublant. J'ai essayé de l'ignorer et j'ai allumé la radio pour briser le silence. Je ne me souviens même pas sur quelle station j'ai cliqué, mais dès que la musique a commencé à jouer, il m'a demandé de l'éteindre. Sa voix était grave et un peu rauque, et j'ai tout de suite compris qu'il était fumeur. Cela m'a un peu pris au dépourvu, et j'ai légèrement secoué le volant. J'ai résisté à l'envie de le regarder dans le miroir, et j'ai fait ce qu'il m'a dit, en serrant un peu plus fort le volant. Je n'ai rien dit, et nous avons roulé en silence pendant un moment. Je pensais qu'il resterait peut-être là tranquillement jusqu'à ce que nous arrivions à son arrêt. C'est du moins ce que j'espérais. Mais ensuite, il a parlé. Je me souviens de la conversation comme si c'était hier. Il m'a demandé si j'avais déjà dragué quelqu'un que je n'aurais pas dû. Cette question m'a frappé comme une brique. J'ai laissé échapper ce rire gêné et j'ai dit « Eh bien, j'espère que non ». J'essayais de rester léger, mais il n'a pas réagi. Il s'est juste penché en arrière et a marmonné quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Puis, il a commencé à raconter qu'il était chauffeur d'Uber et il a démissionné parce que des punks ont volé des trucs dans sa voiture. Il avait un peu de difficulté à parler, donc je n'ai pas pu comprendre tout ce qu'il a dit, mais j'ai compris l'essentiel de l'histoire. Je me suis regardé dans le miroir une ou deux fois pendant qu'il me racontait l'histoire et j'ai réalisé qu'il souriait tout le temps, ce qui était incroyablement troublant. Une personne normale ne sourirait pas en parlant de quelque chose comme ça. Il a conclu son histoire en disant « C'est drôle à quel point vous faites confiance à quelqu'un assis juste derrière vous. » C'est ce commentaire qui a fait ça pour moi. J'ai commencé à le considérer comme une menace, plutôt que comme un simple toxicomane fou.
Malheureusement, je ne pouvais pas faire grand-chose à ce sujet. J'ai senti mon pouls s'accélérer. Je gardais les yeux fixés sur la route, mais mon esprit tournait. J'ai jeté un coup d'œil au GPS, me concentrant sur la destination comme si c'était une sorte de bouée de sauvetage. Mais le gars ne savait pas quand s'arrêter de parler. Il n'arrêtait pas de bavarder sur des bêtises, certaines inquiétantes et d'autres simplement du charabia. Honnêtement, je ne pouvais pas suivre. Finalement, il a commencé à s'excuser auprès de quelqu'un, même si je ne pense pas que ce soit moi. Il a commencé à insinuer qu'il venait de faire quelque chose d'horrible et qu'il était une mauvaise personne. Il n'arrêtait pas de répéter « je ne le pensais pas » à plusieurs reprises, suivi de quelques « je suis désolé » frénétiques. Je n'ai pas répondu, craignant qu'il fasse quelque chose si je le faisais. Je ne savais pas ce qu'il avait fait, ni de quoi il était capable, mais je n'allais pas le découvrir. Nous n'étions qu'à quelques minutes de son arrêt lorsqu'il sortit de sa brume marmonnante et me cria que j'avais raté le virage. Je ne l'ai pas manqué. Le GPS indiquait clairement que nous étions sur la bonne voie, mais j'ai quand même freiné brusquement, surtout par peur. Il m'a demandé de m'arrêter, alors c'est ce que j'ai fait. Mes mains tremblaient à ce moment-là. Je voulais juste que le cauchemar se termine. Dès que je me suis garé, des phares sont apparus derrière nous. C'était une voiture de police. J'ai dit une prière silencieuse et je l'ai regardé se faufiler sur la route, son projecteur balayant brièvement ma voiture. Le gars sur ma banquette arrière s'est affalé comme s'il essayait de rester hors de vue. J'ai tourné la tête et je l'ai vu allongé presque parfaitement à plat sur ma banquette arrière, les yeux fermés. J'ai tourné la tête en arrière avant qu'il ne me voie, essayant de garder ma respiration régulière. Il est resté dans cette position pendant un temps vraiment inconfortable. Je voulais lui demander de partir, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Finalement, il a levé la tête et m'a dit que j'avais eu de la chance. Avant que j'aie eu le temps de faire quoi que ce soit, il a ouvert la portière de ma voiture et a disparu. J'ai fini par appeler mon équipe peu de temps après. J'étais secoué et je n'avais plus envie de conduire. Ce n'est que quelques semaines plus tard que je suis tombé sur quelque chose sur mon téléphone qui prouvait à quel point la situation dangereuse dans laquelle je me trouvais était grave. Selon un article de presse, un dépanneur avait été cambriolé la nuit où j'ai récupéré ce passager. C'était à 2 pâtés de maison de l'endroit où j'avais récupéré ce type. Cela me rend malade de savoir que j'étais à quelques centimètres d'un dangereux criminel qui aurait pu me faire du mal s'il l'avait choisi. J'ai un peu peur de contacter la police à ce sujet. J'essaie d'éviter les forces de l'ordre pour diverses raisons personnelles que je n'aborderai pas. Je ne suis pas vraiment sûr que mon rapport serait utile. Quoi qu'il en soit, je fais beaucoup plus attention aux personnes que je laisse monter dans ma voiture. J'habitais en ville. Le style de vie urbain est honnêtement ce que j'ai toujours imaginé pour moi-même. Je ne vais pas m'y attarder, mais après une expérience extrêmement traumatisante, je ne supportais plus le moindre bruit. J'ai commencé à détester le bruit en général. Mon psychiatre m'a dit que j'avais développé un cas rare de phonophobie, donc cette sensation de picotement que l'on ressent lorsque son pied s'endort, c'est un peu comme ça mais dans ma poitrine, toujours là, comme si mon corps se préparait à quelque chose qui n'arriverait pas. Chaque klaxon de voiture ou chaque claquement de porte me faisait l'effet d'une secousse directe sur les nerfs. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Il y a environ 3 ans, j'ai trouvé une cabane enfouie au fond du nord-ouest du Pacifique. Je ne veux pas dire exactement où il se trouvait pour des raisons que vous comprendrez bientôt, mais tout ce que je dirai, c'est que c'était quelque part dans l'Oregon. Cela semblait parfait. Très peu de voisins, pas de circulation, presque pas de service cellulaire. Ce qui m'a vraiment convaincu, c'est le manque de bruit. C'était juste moi et la paix et la tranquillité. Pour la première fois depuis des mois, je pensais que je pourrais réellement me sentir en sécurité. La cabine elle-même était petite mais confortable. Pour être honnête, c'était exactement ce que la liste avait promis.
On pouvait dire qu'il avait été construit pour durer avec d'épaisses poutres en bois et une solide cheminée en pierre. Quand je suis entré pour la première fois, ça sentait le pain et les vieux livres. Vous savez, ce genre de parfum terreux qui est presque réconfortant, comme un de ces vieux bed and breakfast de style cabane pour tous ceux d'entre vous qui sont déjà allés skier. Le voisin le plus proche habitait à environ 10 minutes à pied sur un étroit chemin de terre. Mais je ne l'ai pas rencontré tout de suite. Les premiers jours, je me suis plongé dans le silence. Je me réveillais au son des oiseaux au lieu des sirènes. Et la nuit, la seule chose que j'entendais était le vent balayant les arbres. C'était comme si le monde entier avait appuyé sur pause et que je pouvais enfin respirer à nouveau. J'effectuais tout mon travail sur mon ordinateur portable. Je n'avais donc pas vraiment besoin de me connecter avec le monde extérieur au-delà de cela. Environ une semaine après mon emménagement, on a frappé à la porte. La cabine n'avait évidemment pas de sonnette, donc ces coups étaient quelque chose auquel je devrais m'habituer. J'ai ouvert la porte en m'attendant à ce que ce soit mon voisin, et c'était le cas. C'était une femme d'âge moyen portant un panier de conserve, comme si elle venait de sortir d'un film Hallmark. Elle s'est présentée sous le nom de Michel et m'a dit qu'elle vivait à environ 10 minutes du sentier, ce qui ne semblait pas loin du tout jusqu'à ce que l'on prenne en compte la densité des bois. Je veux dire, tu pourrais te retrouver là-dedans juste pour chercher du bois de chauffage. Elle avait environ 60 ans, avec des cheveux gris étrangement longs et des yeux bleus perçants qui vous donnaient l'impression qu'elle pouvait voir à travers vous. Elle n'était pas vraiment impolie, plutôt directe. Elle m'a accueilli dans les bois et a tendu le panier vers moi comme si elle s'attendait à ce que je le prenne. Je n'avais pas vraiment le choix. Elle me le poussait pratiquement au visage. Je sais que cela semble hospitalier, mais son ambiance semblait un peu décalée, si cela a du sens. Je l'ai saisi impulsivement, mais j'avoue que je n'avais jamais été traité de la sorte par un voisin auparavant. Ce n'était pas quelque chose de fou, mais ce n'était pas quelque chose auquel j'étais habitué. Je l'ai remerciée en prenant le panier, et elle m'a regardé comme si elle s'attendait à ce que je dise autre chose. Honnêtement, je ne savais pas quoi dire d'autre, alors j'ai juste souri. Elle n'arrêtait pas de me regarder d'un air maladroit, ce qui confirmait mes soupçons selon lesquels cette femme n'interagissait pas avec beaucoup de monde. Finalement, elle a parlé. Elle a dit que ce sont ses paroles exactes, que je n'oublierai jamais. Gardez toujours vos lanternes pleines, vos fenêtres bien fermées et votre esprit plus vif que votre hache. Ce n'était pas quelque chose qu'une personne normale dirait à quelqu'un d'autre. C'était comme si elle récitait un livre de règles. Honnêtement, cela ressemblait plus à un avertissement qu'à un conseil. J'ai hoché la tête, souri et me suis retourné pour rentrer à l'intérieur. Après avoir fermé la porte, je suis resté là en silence, attendant d'entendre ses pas s'éloigner. Elle ne s'éloigna pas pendant 45 bonnes secondes, ce qui était probablement la partie la plus étrange de toute l'interaction. Malgré l'ambiance étrange, j'ai apprécié sa gentillesse. Elle semblait solitaire, mais pas hostile. Le genre de personne qui vous aiderait si vous le lui demandiez, mais qui ne ferait pas tout son possible pour fouiller. Je me suis dit que c'était agréable de savoir que quelqu'un était à proximité, même si je n'avais pas prévu d'avoir besoin d'elle. Je n'ai même pas pris la peine de regarder dans le panier. Je l'ai simplement posé dans le salon et je l'ai oublié. Il y a eu un orage cette nuit-là, ce qui est extrêmement rare dans l'Oregon, mais cela arrive. J'ai allumé quelques bougies et me suis recroquevillé sur le canapé avec un livre, essayant d'ignorer le fait que le courant vacillait toutes les quelques minutes. Certains d'entre vous pourraient trouver ce genre d'isolement effrayant, mais en fait, j'ai adoré ça. Pour une raison ou une autre, mon cerveau n'a pas été effrayé par les sons naturels de l'orage. C'est en fait cette tempête spécifique qui m'a donné cette prise de conscience. J'écoutais attentivement tout ce qui se passait dehors et c'était apaisant. Mais bien sûr, ce sentiment de paix n'a pas duré. Quelques heures après le début de la tempête, on a frappé à la porte,
ce qui m'a presque fait sursauter. Je dis « frapper », mais c'était vraiment plutôt un claquement. C'était bruyant et certainement pas naturel, comme si qui que ce soit ne se souciait pas du fait qu'il pleuve dehors. Mon cœur a commencé à battre à tout rompre et j'ai commencé à ressentir cette horrible sensation de picotement dans ma poitrine. Après avoir hésité quelques secondes, j'ai attrapé la lampe de poche et je me suis levé pour vérifier de qui il s'agissait. J'ai regardé à travers la petite vitre à côté de la porte. C'était Michel, trempé jusqu'aux os et tenant une lampe de poche à la main. J'ai ouvert la porte et elle a parlé avant même que j'aie eu l'occasion de la saluer. Elle a laissé échapper qu'elle avait vu quelqu'un près de mon tas de bois et que je devrais le savoir. J'étais plus que confus, mais ses paroles étaient incroyablement préoccupantes et cela avait la priorité. Je suis sorti sur le porche, braquant ma lampe de poche sous la pluie, mais je ne pouvais rien voir, sauf des arbres. Je lui ai demandé si elle en était sûre, et elle a hoché la tête. Ses yeux n'arrêtaient pas de se tourner vers les bois, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un en émerge d'une seconde à l'autre. Tout cela était assez bizarre. Je continuais de regarder autour de moi, mais je ne distinguais pas grand-chose entre l'obscurité et le chaos de la tempête. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, elle m'a dit de faire attention et a commencé à s'éloigner sans attendre de réponse. Je l'ai regardée redescendre sur le chemin menant à sa cabane, visiblement indifférente à la pluie battante. Je suis resté là jusqu'à ce que la lueur de la lampe de poche disparaisse. Puis, je suis retourné à l'intérieur. À la seconde où j'ai fermé la porte, j'ai réalisé que son histoire était criblée de trous. Comment aurait-elle pu voir quelqu'un près de mon tas de bois si sa maison était à 10 minutes? Elle devait être sur ma propriété pour commencer. Pourquoi diable fouinerait-elle autour de ma cabine pendant un orage? Était-elle en train de mentir? Cela ne me convenait pas, mais marcher vers sa maison au milieu d'un orage était la dernière chose que j'allais faire. Pourtant, je devais faire quelque chose. J'ai fermé la cabine aussi solidement que possible et je me suis assis dans ma chambre pour écouter. La tempête a commencé à s'apaiser au bout d'un moment, mais je me sentais toujours assez mal à l'aise. Quelques heures supplémentaires se sont écoulées sans incident, alors j'ai décidé qu'il était probablement prudent de m'endormir. Je ne me souviens pas exactement de l'heure qu'il était, mais peu après minuit, je me suis réveillé au son d'une branche qui cassait juste devant la fenêtre de ma chambre. J'ai le sommeil très léger, donc j'étais sûr à 100% qu'il s'agissait d'une branche cassée et pas d'autre chose. Je me figeais sur place pendant quelques secondes tendues, écoutant. Finalement, je me suis glissé jusqu'à la fenêtre, espérant à moitié ne rien voir. Au début, non, mais ensuite, je l'ai repérée, Michel. Elle se tenait à la lisière du bois, son corps incliné à l'opposé de ma maison. Je pouvais dire que c'était elle, parce que ses cheveux étaient si longs et ébouriffés. Je me suis efforcé d'en distinguer davantage, mais comme il n'y avait que le clair de lune pour m'aider à voir, cela ne servait à rien. Je l'ai vue commencer à se retourner, alors je me suis caché sous la fenêtre avant qu'elle ne puisse me surprendre en train de la regarder. Je suis resté accroupi là pendant ce qui m'a semblé une éternité, et finalement, j'ai trouvé le courage de jeter un coup d'œil à nouveau. Elle était partie. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Je ne l'avais pas vraiment considérée comme dangereuse, juste bizarre. Mais à ce moment-là, j'avais des doutes. Cela n'avait aucun sens. Pourquoi aurait-elle essayé de me prévenir plus tôt si c'était elle qui fouinait? Je n'ai pas dormi pendant des heures. J'étais plutôt déterminé à rester réveillé jusqu'au lever du soleil. Quelques heures ont passé et je commençais à être fatigué. Alors que je commençais enfin à baisser ma garde, on frappa à la porte. Ce n'était pas comme les coups de tout à l'heure, c'était en fait plutôt calme. Pourtant, je n'allais me lever sous aucun prétexte. Les fourmillements ont recommencé alors que je me dirigeais tranquillement vers la porte. J'ai jeté un coup d'œil discret à travers la vitre et, figé d'horreur, ce n'était pas Michel. C'était un type chauve et costaud, avec une barbe épaisse. J'ai dû lutter contre tous les os de mon corps pour ne pas crier de peur.
La situation est instantanément passée de 6 à 10. Aussi silencieusement que possible, je me suis retiré dans ma salle de bain, j'ai verrouillé la porte et j'ai appelé la police. Alors que j'étais au téléphone avec eux, j'ai commencé à entendre des coups contre la porte d'entrée, comme si quelqu'un la fracassait à plusieurs reprises avec un objet lourd. L'opératrice m'a dit que les secours étaient en route et m'a demandé de ne pas raccrocher. J'étais assis là, plus terrifié que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Finalement, la porte d'entrée a cédé et je l'ai entendue s'ouvrir en grand. Je pensais sincèrement que j'allais mourir. Cet homme, quel qu'il soit, a commencé à casser des objets dans ma cabine. C'est du moins à cela que cela ressemblait. Tout ce que j'entendais, c'était le bruit du verre brisé et des éclats de bois. Je n'ai pas osé émettre un son. Heureusement, cet homme n'a pas semblé me chercher, car je n'ai jamais entendu ses pas quitter le salon. Finalement, le bruit fracassant s'est arrêté, et j'étais de nouveau assis dans un silence complet. J'avais lutté contre une crise de panique tout ce temps. À ma grande surprise, la police est arrivée assez rapidement, mais pas assez tôt pour attraper cet homme en flagrant délit. Il était parti depuis longtemps. J'ai supplié les policiers de m'aider, mais ils ont été carrément inutiles. Ils ont fait une fouille pathétique de la propriété environnante, mais c'est tout. Ils n'acceptaient même pas de fouiller la forêt, affirmant que c'était trop dense et qu'il était peu probable qu'ils l'y trouvent de toute façon. Je les ai suppliés de m'accompagner au moins chez Michel, ce qu'ils ont accepté. Lorsque nous sommes arrivés à sa propriété, ma mâchoire est littéralement tombée. Toute la cabane était abandonnée. Les flics l'ont confirmé et ont déclaré que personne n'y avait vécu depuis des décennies. Je leur ai dit qu'ils devaient le rechercher à la recherche de squatteurs, mais ils m'ont répondu qu'ils n'avaient aucune raison de le faire. Ils ont essayé de me dire qu'il n'y avait aucun signe clair d'habitation, donc ce serait une perte de temps. J'ai failli perdre la tête quand je les ai entendus dire ça. J'ai essayé de discuter, mais ils m'ont plus ou moins dit que vivre dans les bois était un risque que je prenais et que ce n'était pas leur problème. Ils sont ensuite partis, ce qui m'a rendu furieux. J'ai évidemment quitté cette cabane, mais pas avant d'y avoir passé une nuit de plus. C'était horrible, mais j'ai réussi à m'en sortir sans que rien ne se passe. Depuis, les choses vont bien pour moi, mais je pense toujours constamment à cette expérience. Certains de mes amis superstitieux ont émis l'hypothèse que Michel était en réalité un esprit qui essayait de me protéger et qu'elle essayait simplement de surveiller ma propriété pour une raison quelconque. Je ne crois pas au paranormal, donc je pense qu'il est beaucoup plus probable que deux personnes, elle et cet homme, soient accroupies dans cette cabane abandonnée. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont décidé de me cibler ou pourquoi Michel prendrait la peine de me prévenir si elle envisageait de s'introduire par effraction chez moi. Je ne pense pas que je le saurai un jour. Je m'appelle Luc. Ma petite amie Catherine et moi nous sommes rencontrés il y a 3 ans alors que nous étions étudiants en première année à l'université. Nous allons à Stanford, qui est l'école de mes rêves depuis que j'ai 8 ans. Aucun de nous n'est originaire de Californie. Assez loin de là, en fait. Nous sommes tous les deux originaires de l'Ohio. Elle de Cincinnati et moi, juste à l'extérieur de Columbus. Je pense que c'est une des principales raisons pour lesquelles nous étions si attirés l'un par l'autre. Je pense que les gens issus de régions similaires sont naturellement attirés les uns vers les autres pour une raison quelconque. Stanford n'est pas une grande école, mais la plupart des étudiants sont originaires de Californie. Donc le fait d'être originaire du Midwest nous différencie définitivement. L'une des traditions que nous avons créées est la façon dont nous partageons Noël entre nos familles. Catherine est populaire parmi mes proches, donc sa présence est toujours appréciée et bienvenue, presque attendue à ce stade. Comme sa maison n'est qu'à 2 heures de route de la mienne, nous avons décidé très tôt de passer le réveillon de Noël avec ma famille, qui célèbre le soir du réveillon, puis de conduire toute la nuit jusqu'à sa maison pour le jour de Noël. Jusqu'à ce que je la rencontre, je n'avais pas réalisé que la plupart des familles célébraient Noël le jour même et non la veille. Curieusement,
ma partie préférée des vacances n'est pas la veille de Noël ou le jour de Noël. C'est ce trajet de fin de soirée. C'est devenu une petite tradition à part entière, quelque chose que nous attendons tous les deux avec impatience chaque année. La première fois que nous l'avons fait reste toujours un de mes meilleurs souvenirs avec elle. En raison de l'endroit où j'habite, le trajet le plus rapide entre ma maison et la sienne ne nous amène pas sur une autoroute principale. La majeure partie du parcours est constituée de routes secondaires tranquilles, juste des champs, des arbres et parfois une ferme éloignée. Il est toujours très tard le soir lorsque nous le faisons, donc en combinaison avec l'itinéraire isolé, nous rencontrons rarement d'autres voitures. On a l'impression que le monde dort et que nous l'avons tout pour nous. Ne riez pas, mais nous diffusons toujours Juice WRLD pendant le trajet. Sa musique est une obsession partagée depuis notre rencontre. Je sais que sa musique est un peu grinçante, mais le fait de chanter les paroles ensemble est vraiment spécial. C'est comme si nous étions synchronisés. Le réveillon de Noël dernier a commencé comme les autres. Après une nuit saine avec toute ma famille élargie, nous avons emballé ma voiture vers minuit et pris la route. La neige tombait légèrement et les routes étaient désertes, comme prévu. Avec la musique et la chaleur, tout semblait parfait. Mais tout a changé en un instant. Ce que je m'apprête à vous décrire reste l'une des choses les plus troublantes que j'ai jamais vécues, probablement la chose la plus troublante. Je conduisais lorsque la musique a été interrompue par la sonnerie de mon téléphone. J'ai baissé les yeux, un peu irrité de recevoir un appel aussi tard. C'était un numéro inconnu. Je l'ai ignoré sans réfléchir, probablement un appel frauduleux. Ces choses sont constantes de nos jours. Catherine a fait une blague sur l'engagement des gars du centre d'appel à passer des appels à Noël. J'ai ri en accord, et c'était tout. Mais quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné une seconde fois. J'ai de nouveau baissé les yeux et j'ai vu qu'il s'agissait d'un autre numéro inconnu, probablement le même qu'auparavant. J'ai soupiré, irrité, mais j'ai laissé tomber la réponse sur la messagerie vocale. Catherine m'a jeté un coup d'œil et a haussé un sourcil, mais n'a rien dit. J'ai incliné mon téléphone vers elle pour lui montrer qu'il s'agissait d'un numéro inconnu, et elle a dit « C'est tellement bizarre », avec un air confus. Je n'ai pas répondu, j'ai juste haussé les épaules. La musique a finalement repris, et j'ai essayé de ne plus penser aux appels téléphoniques. Mais bien sûr, à peine 2 minutes plus tard, mon téléphone sonna à nouveau. J'étais énervé à ce moment-là, jurant dans ma barbe alors que je cherchais sauvagement mon téléphone. Je l'ai récupéré de la console et j'ai balayé l'écran de manière agressive, prêt à dire à quiconque de se faire foutre pour avoir spammé mon téléphone. Je pouvais dire que j'avais surpris Catherine, alors que son corps se tendait sous mes mouvements brusques. Avec le recul, j'ai probablement réagi de manière excessive, mais j'en avais marre d'être harcelé. En gros, j'ai aboyé « Bonjour » dans le téléphone avec un ton aussi aigu que possible. Je m'attendais à ce que le script d'arnaque commence, mais j'ai été accueilli par le silence. J'ai augmenté le volume dans ma voiture et j'ai immédiatement capté une légère électricité statique venant de l'autre côté de la ligne. J'étais sur le point de raccrocher quand une voix d'homme se fit entendre. La voix n'appartenait à personne que je connaissais. « Bonjour, Luc !» J'ai été tellement pris au dépourvu que j'ai failli quitter la route. Je ne pouvais pas parler. J'ai senti tout mon corps commencer à me démanger, ce qui m'arrive toujours lorsque je suis nerveux. Avant que je puisse répondre, l'homme a continué. Il a commencé à réciter des informations personnelles, mon nom complet, mon adresse, des détails sur ma vie qu'aucun étranger ne devrait connaître. Des détails qu'aucun étranger ne pourrait connaître. Mon esprit s'emballait, essayant de lui donner un sens. Je voulais m'arrêter sur le bord de la route, mais j'ai continué à conduire comme si j'étais dans une sorte de transe. J'ai envisagé de lui crier dessus, mais j'ai décidé que la colère n'était pas la meilleure ressource dans une situation comme celle-ci. Après une pause de quelques instants tendus, j'ai finalement parlé. Je lui ai demandé ce qu'il voulait d'une voix ferme,
essayant de cacher la peur que je ressentais. La voix s'arrêta avant de prononcer les mots qui me glacèrent le sang. Il a dit qu'il n'était pas là pour moi, mais qu'il était là pour Catherine. Entendre le nom de ma petite amie était environ 100 fois plus terrifiant que d'entendre le mien, et l'expression horrifiée de son visage m'a dit qu'elle était tout aussi choquée que moi. J'ai laissé échapper que je ne connaissais pas Catherine et qu'il devait avoir un mauvais numéro. L'homme rit avant de dire « Elle est assise juste à côté de toi ». C'était trop pour moi. Je me suis arrêté sur le bord de la route. Je n'avais pas le choix. Mes mains tremblaient littéralement de peur. J'étais sur le point de dire quelque chose quand Catherine tendit la main sur mes genoux d'un seul mouvement fluide et raccrocha le téléphone. Comme ça. Je lui ai littéralement crié au visage, exigeant de savoir pourquoi elle avait raccroché au nez d'un inconnu qui nous menaçait personnellement. Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste regardé avec de grands yeux craintifs. J'ai désespérément essayé de rappeler le numéro, 1, 2, 3 fois, mais cela n'a jamais abouti. Catherine m'a dit de continuer à conduire, ce que j'ai finalement fait, mais pas avant de l'avoir interrogée. Elle m'a dit qu'elle avait peur et que je ne pouvais pas lui reprocher d'avoir raccroché, ce qui, je suppose, était juste. Je suis parti en silence, mais je ne comprenais toujours pas pourquoi elle avait raccroché. Je ne sais pas si j'étais plus furieux ou effrayé. Une partie de moi s'attendait à ce que ce numéro rappelle, mais après environ 10 minutes, j'ai eu l'impression que c'était de plus en plus improbable. À un moment donné, j'ai regardé Catherine et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas en sécurité, ce avec quoi j'ai sympathisé. Cependant, quelque chose au creux de mon estomac me fit un signe de tête. Catherine et moi avions vécu suffisamment d'épreuves dans notre relation pour savoir que la confiance n'était pas toujours facile. Il y avait eu de petites choses, des mensonges pieux, des demi-vérités, des moments où je l'avais surprise en train d'être loin d'être honnête. Mais je savais que j'étais paranoïaque. Comment avait-elle pu faire quoi que ce soit à voir avec ça? Le reste du trajet fut silencieux. Je n'ai plus joué la musique et aucun de nous n'a parlé. Mon esprit tournait encore avec 1 million de questions sans réponse. Qui diable était ce type? Comment en savait-il autant sur moi? Seule ma famille savait où nous conduisions ce soir-là, et il ne ferait jamais un coup pareil. J'en étais sûr à 100%. Cependant, je ne pouvais pas penser à une autre explication. Même lorsque nous sommes finalement arrivés dans l'allée de Catherine, je ne me sentais pas beaucoup mieux. Cela fait presque 1 mois que cela s'est produit et je n'ai pas encore reçu de réponse. Aucun des membres de notre famille n'était responsable. Nous leur avons demandé à tous. Catherine jure qu'elle est aussi désemparée que moi, ce qui me porte à croire que la personne à l'autre bout du fil avait de sinistres intentions. Vous pensez peut-être que je réagis de manière excessive à une farce inoffensive, mais je vous le dis, à part les membres de notre famille, personne sur Terre ne savait que Catherine et moi conduirions ce soir-là. Depuis, je suis vraiment tendu. Je ne peux m'empêcher de me préparer à chaque fois que mon téléphone sonne. Je sais qu'il finira par me rappeler. C'est juste une question de temps.